Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bien, bonjour Monsieur Zal. Bonjour. Merci pour l'acceptation. Je vous en prie. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes ? Oui, donc je suis Franck Zal. En fait, je suis le fondateur de la société qui s'appelle Emarina. Donc Emarina, c'est une société de biotechnologie que j'ai fondée en 2007. Mon parcours, en fait, je suis scientifique. Donc j'ai fait des études de biologie marine et puis en fait, je suis rentré au CNRS et puis à un moment donné, j'ai décidé de quitter tout ça pour aller amener en fait au chevet des patients mon innovation. Quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour ce métier ? Alors, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu au moins deux. La première, c'est mon amour pour le domaine marin. En fait, moi, j'ai grandi dans un appartement à Paris où en fait, il y avait quelque chose qui trônait au milieu du salon, c'était la télé. Et j'étais scotché devant les émissions du commandant Cousteau, en fait, l'Odyssée du commandant Cousteau. Et un jour, je me suis dit, j'irais aussi naviguer sur les océans et faire un peu comme lui. J'ai eu la chance de le rencontrer. Et en fait, il m'a, en fait, dans nos discussions, en fait, j'ai suivi ce qu'il m'avait dit comme une sorte de feuille de route, faire de l'océanographie, de faire de la biologie marine, une thèse, de rentrer au CNRS. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était une frustration. Je me souviens quand j'étais en cinquième, en fait, j'adorais en fait les sciences. Et puis en fait, je me suis planté royalement en fait dans une interro en fait où j'ai eu zéro. Et en fait, j'ai pas eu zéro parce que en fait c'était pas bon. J'ai eu zéro, c'est parce que je répondais pas comme il fallait répondre, comme on nous l'enseignait. Et je me suis toujours dit qu'un jour je ferais de la recherche justement pour être à la limite de la connaissance et écrire les prochains chapitres de sciences. Donc, vous voyez, un élément déclencheur, c'est une passion pour la biologie marine et l'autre, c'est la frustration. Oui. Il y a quelques mois, j'avais interviewé vous connaissez certainement ce monsieur qui s'appelle Jérôme Hamon, qui s'est fait Oui, greffer bien 2 sûr. fois du visage. Et Oui, en discutant avec lui, il m'a un peu raconté voilà, le monsieur Lantieri, que vous connaissez également. Et oui. via monsieur Lantieri, c'est vers vous que je me suis ensuite dirigé. Donc ça, c'est intéressant, ce cheminement. Euh, du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu votre découverte, notamment de la molécule du sang, du ver marin, comment vous avez eu cette idée, enfin, comment c'est venu en fait? En fait, tout simplement, alors une innovation comme ça se découvre pas un matin en se levant. Ça se découvre en fait, c'est un cheminement. Et donc, moi, je m'intéressais toujours au milieu extrême. Et je me suis en fait penché. En fait, il y a un environnement qui m'intéressait parce que la plage c'est un milieu extrême. Et je me suis intéressé en fait aux tortillons de sable que l'on voit en fait sur la plage, où il y a un ver qu'on appelle l'arénicole ou le buzuc. Ça s'appelle Arenicola marina, c'est un ver marin. Ce ver, il est vieux de 450 millions d'années. Et je me suis posé la Énorme. question, mais basique, c'est comment ça marche? Comment il est capable de respirer entre la marée haute et la marée basse? Donc il n'y avait rien de valorisation, il n'y avait même pas d'innovation, c'était juste la connaissance. Et donc en fait, en essayant de répondre à cette question de recherche fondamentale, parce que finalement, vous savez qu'en Bretagne ou les côtes de l'Atlantique, il y a des grands coefficients de marée, je me suis positionné, je me suis intéressé au sang de l'animal, au sang de ce ver marin. Et chez ce ver marin, je me suis aperçu que j'ai découvert en fait l'ancêtre de nos globules rouges. Donc en fait, ce ver qui date de 450 millions d'années a en fait l'ancêtre de notre transporteur d'oxygène qu'on va trouver chez les humains. Et donc ça a commencé comme ça l'histoire. C'était vraiment une recherche fondamentale. Et maintenant, quelle est la relation avec la transplantation? Tout simplement, quand vous voyez, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que l'arénicole arrêtait de respirer à marée basse. Il respirait uniquement quand il était sous l'eau. Et donc, ces molécules d'hémoglobine, c'est un peu sa petite bouteille d'oxygène qui lui permet d'attendre la prochaine marée haute. Et ben, quand vous faites une greffe, c'est exactement la biologie de l'arénicole. C'est-à-dire qu'il y a un terme en médecine qu'on appelle l'ischémie-reperfusion. C'est-à-dire que l'ischémie, privation d'oxygène, la reperfusion, quand on reconnecte le greffon, l'ischémie-reperfusion, c'est également identique à marée haute, marée basse.
Et donc finalement, donc cette molécule, on l'a développée pour préserver les greffons en attente de transplantation, tout simplement parce que vous imaginez en fait un visage, une face, un cœur, un rein que vous déconnectez, il va être dépourvu en fait de la circulation sanguine. Et moi, avec mon innovation, je lui mets les petites molécules d'hémoglobine qui lui permettent d'attendre la prochaine marée haute qui est la greffe. Donc, ouais, vous voyez, au démarrage, c'est uniquement de la recherche fondamentale qui a amené à une innovation de rupture totale en fait dans la transplantation. J'avais écouté justement une conférence que vous avez donnée à Rennes. Vous disiez que la conservation d'un organe, enfin d'un cœur, c'est quoi? C'est 4 heures, C'est d'un 4 heures, ouais. poumon 4 heures, en 6. fait, un Ouais. poumon c'est 6 heures, un rein, généralement, c'est 12 heures. Nous, par exemple, un rein, on est capable de le garder pendant 7 jours. Un poumon, on passe de 6 heures à 48 heures avec des Voilà. petites concentrations. Oui. Tout simplement, alors moi, je déteste les gens, des fois, ils me disent c'est de la magie. Je dis non, c'est pas du tout de la magie, c'est de la physiologie. En fait, on a appris à donner de l'oxygène physiologique au tissu, déconnecté en fait du donneur, et on s'aperçoit que quand on fait ça, le greffon ne voit même pas qu'il a été déconnecté. En fait, D'accord. le greffon continue à vivre comme s'il était connecté en fait chez le donneur. D'accord. Et ça a été Ouais. assez magique ou assez extraordinaire quand j'ai vu en fait la face en fait qui a été greffée sur Jérôme, Oui. qui a été en fait protégée par cette molécule. Mais c'est assez C'est extraordinaire quand incroyable, même. quoi. En Ouais, fait, ouais. on a quand même un tissu vivant en fait qu'on déconnecte chez un donneur, mais le tissu est vivant, quoi. Ouais. En tout cas, via Jérôme, j'ai découvert du coup vos travaux et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est du génie, quoi, carrément. Je trouve que c'est. Et après, c'est ça, je voulais dire un truc. Alors, des fois, j'ai pas un peu honte, mais quand Jérôme, il est venu, en fait, parce qu'à un moment donné, il est venu, en fait, nous voir pour remercier, en fait, les équipes des Marinas et pour me remercier, etc. Moi, j'ai fondu en larmes parce qu'en fait, Ouais. finalement, vous, vous avez un chemin, en fait, un chemin qui juste faire avancer la connaissance. Et puis, ce verre, tout le monde l'a vu, il était sur la plage. Et puis, finalement, vous avez quelqu'un qui vous dit merci, vous lui avez sauvé la vie. Ouais. Bien évidemment, vis-à-vis, en fait, c'est l'équipe du professeur Lantieri qui a fait l'acte chirurgical. Mais c'est plein d'émotions où j'ai été submergé par l'émotion, quoi. D'ailleurs, c'est une question que j'aimerais vous poser dessus. C'est vous, tous les jours, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir continuer à travailler justement dans ce domaine, de chercher Voilà, encore de nouvelles choses? pour moi, en fait, mon moteur aujourd'hui, c'est le suivi de la connaissance et de sauver des vies. C'est-à-dire que c'est d'amener cette technologie qui est une innovation de rupture, hein, donc il faut faire changer les mentalités, etc. C'est de sauver des vies. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien que demain, il y ait plein de Jérôme Hamon qui viennent me voir. En fait, et aujourd'hui, on a sauvé donc quasiment plus de 200 personnes en fait qui ont été transplantées avec notre technologie. Donc ça, c'est un petit bout de notre innovation qui leur a permis en fait de continuer à être vivants sur leur chemin de la vie. Et pour moi, c'est ça qui me fait avancer, c'est d'apporter des technologies innovantes. Euh, si je peux apporter ça dans ma vie, en fait, sur le chemin qui est la mienne, entre la naissance et la mort, je pense que j'aurais fait quelque chose sur mon chemin, quoi. Et donc, c'est sauver des vies, en fait, ma motivation de tous les jours. Du coup, vous avez protégé enfin, 1060 brevets, hein, c'est ça, un truc comme ça? Oui, c'est Enfin, ça. Alors pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que pour développer des technologies comme ça, vous ne pouvez pas en fait développer s'il n'y a pas une notion de propriété intellectuelle. hmm, Donc on a déposé des brevets tout simplement pour développer cette société qui s'appelle Emarina oui. et pour pouvoir en fait bien évidemment lever des fonds parce que tout seul dans votre coin vous ne pouvez pas grand-chose. Il faut de l'argent en fait pour développer ces technologies-là. Et donc quand vous créez une boîte de biotechnologie, le premier asset c'est la propriété intellectuelle. Et donc on a déposé plus de 60 brevets en fait sur la techno. Est-ce que vous avez du soutien? Parce que ce qui vous manque, c'est peut-être. Enfin, vous avez plusieurs validations, mais est-ce que vous trouvez, vous, à votre niveau, vous avez du soutien quand même? Alors, j'ai beaucoup de soutien en fait de la plupart des gens, en fait, de la plupart des personnes du quotidien. Vous en êtes un exemple, puisque vous faites aujourd'hui, c'est une sorte de soutien, puisque vous allez faire connaître en fait ce qu'on fait. Après, ce qui est difficile, c'est de discuter avec des gens qui ont des points de blocage, des administratifs Hmm, qui sont dans un coin et qui peuvent ou pas passer le dossier ou pas passer le dossier. Ça me gêne profondément. C'est pas parce que voilà, je trouve que ça manque vraiment en fait en France ça. C'est-à-dire que aujourd'hui on a tous les gens en fait ont peur de l'échec. Ont oui. peur de l'échec, du risque d'échouer. Moi, je pense que l'échec, ça fait partie de la vie. Hmm, Mais aujourd'hui, en France, il y a quelque chose d'extrêmement fort, c'est le principe de précaution.
qui est devenue en fait au fil du temps la précaution par principe. Et donc la précaution par principe, on fait rien parce que finalement on a toujours peur de rater. Mais aujourd'hui, il faut savoir que, et même l'histoire nous le montre, que les plus grandes innovations, en tout cas dans tous les domaines, et notamment dans le domaine médical, c'est parce qu'il y a des gens qui ont osé essayer, osé rater pour faire avancer les technologies. Est-ce que vous savez qu'en fait, on a transfusé la première personne qui a eu une transfusion sanguine, on ne connaissait pas le typage sanguin. Ah oui. Certes, il y a eu des gens qui sont morts, mais ça a permis de connaître en fait le typage sanguin. Les premières transplantations, on ne savait même pas le système HLA. Et donc, on a compris par les erreurs que l'on a faites qu'il fallait faire attention à ça. Les immunosuppresseurs, c'est pareil. En fait, toutes ces grandes innovations en fait, dans le domaine médical sont nées par des systèmes de réussite et d'erreur. Et aujourd'hui, on a tellement peur de rater qu'on bloque tout. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en fait, les vaccins qui sont utilisés à ARN messager, mais ça date de 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on sait que ça peut marcher. Mais ça a mis 30 ans pour aboutir à un vaccin. Alors c'est la France qui est comme ça ou c'est un peu partout dans le monde? Je dirais que c'est beaucoup la France. Beaucoup la France, le principe de précaution n'existe pas ailleurs. Je pense qu'on est frileux en fait de tout ça. Alors que finalement, les grandes innovations qui viennent, vous voyez bien en fait Emmanuelle Charpentier qui a eu le prix Nobel. Oui. Elle a eu le prix Nobel, mais on dit que c'est une Française, mais en fait, ça a été découvert certes en France, mais ça a été développé ailleurs. Tout simplement parce qu'on n'a pas cette notion on n'est pas des pionniers. Les Américains sont des pionniers, vous savez, ils ont fait des batailles pour gagner leur territoire. Nous, on n'est pas des pionniers, en fait, on est sur une histoire et on oublie souvent l'histoire. C'est-à-dire que le principe de précaution nous a complètement annihilés. On a peur de n'importe quoi. Du coup, pourquoi vous n'avez pas cherché, par exemple, à aller aux États-Unis pour développer justement vos recherches? Vous savez qu'aujourd'hui, on a fait des ponts d'or pour aller aux États-Unis, on a mis en Amérique du Sud, etc. Moi, je me dis à un moment donné, mais pourquoi c'est à moi de partir? Est-ce que c'est pas plutôt à ceux qui nous dirigent de partir? Parce qu'à un moment donné, ce ver marin-là, c'est un ver breton, c'est un ver qu'on a trouvé sur les plages du Léon et du Trégor. Moi, je suis issu de la recherche française. Ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est vous, vos parents qui m'ont payé ma recherche, puisque quand j'étais salarié du CNRS, c'était de l'argent public. Donc, j'ai été payé par vos impôts pour découvrir une innovation de rupture et je devrais partir aux États-Unis pour développer ce que vous avez payé. On marche sur la tête. Oui. Justement, est-ce que vous avez un message pour les jeunes, celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves? Bien sûr, il y a plusieurs messages que je voudrais leur dire. C'est que sur un chemin de vie, en fait, entre l'alpha et l'oméga, tout est possible. Il faut en avoir la volonté et l'envie. Donc, la première chose d'échec, c'est d'abandonner. C'est-à-dire que si on abandonne, on a perdu. Par contre, si on se bat sur le chemin de la vie et qu'on y croit et qu'on donne tout ce que l'on a pour pouvoir avancer sur ce chemin de la vie, je peux vous dire que ça marche. Aujourd'hui, le truc, c'est never give up, c'est ne jamais lâcher pour aboutir à ses rêves. Tous les rêves sont réalisables, il faut s'en donner les moyens. Et donc, ne pas avoir peur, en fait, souvent les jeunes, vous savez, moi aussi j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, quand ils ont une mauvaise note, ils reviennent à la maison, ils sont un peu dépités. Mais c'est rien, en fait, une mauvaise note sur le chemin de la vie. Et au contraire, ça doit être un déclencheur d'autre chose. Vous savez, une fois, j'ai fait une conférence, en fait, dans une petite école, et il y avait un gamin qui me posait plein de questions, plein de questions. Il n'y avait que lui qui me posait des questions. Et la maîtresse me dit, mais il vous a pas trop dérangé? Je lui dis, mais vous rigolez, c'est celui qui est le plus intéressant de votre classe. Et elle me dit, oui, parce que lui, il est en échec scolaire. Je lui dis, non, il n'est pas en échec scolaire, il n'est surtout pas dans le moule de l'éducation nationale, mais il n'est pas du tout en échec scolaire. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est surtout pas déprimer parce qu'on a une mauvaise note ou parce que quelqu'un nous fait une remarque. Au contraire, ça va être des moteurs pour avancer sur le chemin de la vie. Avec toutes vos rencontres, question philosophique, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Plusieurs choses. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être aux côtés en fait pour aider. En fait, moi j'ai eu énormément de gens qui m'ont aidé sur mon chemin de la vie. Par contre, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de personnes en fait qui sont guidées par l'appât du gain. Moi, c'est pas mon truc. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière. Ça m'intéresse pas d'être le plus riche du cimetière. J'ai envie de vivre sur le chemin de ma vie et faire du bien autour de moi. Donc, il y a des côtés humains, il y a des côtés sociables, il y a des humanistes, scientifiques, mais il y a aussi des gens qui sont avides d'argent, avides de tout ça pour en avoir toujours plus. Et ça, j'essaye de les fuir. C'est pas mon truc. Donc, j'ai appris que les gens, en fait,
voilà, j'ai toujours envie de croire que dans une personne, il y a quelque chose de bon, en fait. Après, voilà, donc on fait son expérience, on arrive à identifier les personnes qui sont mauvaises, etc. Nous, on a été, par exemple, vous avez sûrement entendu ça, on a eu à subir des fausses allégations avec des lettres anonymes, etc. Je pensais que ça existait plus, en fait, dans notre monde, où on pouvait, en fait, envoyer des lettres anonymes pour bloquer des essais cliniques, etc. Bah si, ça existe. Et donc, j'ai appris, en fait, à voir ça, et je peux vous dire que ça m'a beaucoup atteint, alors pas atteint moi en tant que personne, atteint en fait mon chemin, parce que je me suis dit, ils m'ont fait perdre du temps, et au moment où, en fait, où il y a eu cette lettre anonyme en France, il y avait 14 000 morts, aujourd'hui on en est à plus de 80 000 morts, et je me dis, si on avait sauvé au moins une vie, on aurait réussi quelque chose. Donc ces lettres anonymes sont des lettres criminelles, quoi. Vous dites aussi dans la même conférence à Rennes que c'est 100 000 litres de sang qu'il faudrait, c'est ça, par an? Ah non, c'est 100 millions de litres de 100 sang. millions 100, carrément. Ah, 100, c'est 100 énorme. millions de litres de Waouh. sang, c'est énorme. Aujourd'hui, en fait, Ah les oui, besoins de 100 la millions. population mondiale, c'est énorme. C'est-à-dire que aujourd'hui, en France, on dit qu'on est à peu près à l'équilibre, mais finalement, quand il y a des périodes de grippe, des périodes du Covid ou des périodes de vacances, on est à la limite de la rupture de stock. Quand vous donnez votre sang, on peut le garder 42 jours à 4 degrés, donc ça demande une logistique énorme. Ouais, Quand vous avez des attentats, comme on a connu en France, les attentats du Bataclan, il y a exact. des personnes qui sont mortes. Alors, on n'était pas au milieu de l'Afrique, on était sur un trottoir parisien, tout simplement parce qu'il y a eu des personnes qui avaient des hémorragies internes qu'on n'a pas pu transfuser parce qu'on ne s'est pas transfusé sur des lieux d'attentats ou d'accidents, qu'on aurait pu sauver peut-être avec la technologie qu'on avait, puisque nous, on est capable de faire du sang en poudre. On fait appel à vous justement aujourd'hui par rapport à cette crise sanitaire. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est déjà dans l'inconnu. Le Covid, c'était quelque chose d'inconnu, on ne savait pas comment réagir. Et quand j'ai été en fait appelé au mois de mars par le professeur Lantieri pour aider les réanimateurs, parce qu'on savait qu'il n'y allait pas avoir de masque, de gel hydroalcoolique et de respirateurs pour les Oui. réanimations. Donc on m'a dit, est-ce que tu veux mettre ta technologie au service de la médecine, des chirurgiens, des réanimateurs, des urgentistes? J'ai bien dit oui au démarrage. Et aujourd'hui, en fait, cette molécule, on est en discussion avec plusieurs personnes, en plusieurs parties prenantes pour essayer d'utiliser cette molécule au lieu d'intuber les patients, de Il pouvoir faut avoir l'utiliser des comme autorisations encore pour... c'est Ouais, sans arrêt. c'est ça. On a des autorisations, on a eu des autorisations de la NSM, on a eu des autorisations. Après, il y a eu cette lettre anonyme, puis après, il y a des administratifs qui bloquent dans un bureau parce qu'ils se disent si ça marche pas, on va me dire que c'est moi. Ah Euh, oui. Franchement, je trouve ça lamentable. Encore une fois, il y a des CHU en France qui ont loué des camions frigorifiques parce que les morgues n'étaient pas suffisantes pour mettre des gens à l'intérieur. Donc il y a des camions qui ont été loués par des hôpitaux. Et nous, on nous interdirait d'essayer de sauver des gens. Ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, parce qu'avec tout votre parcours et les preuves, je veux dire, les faits, Ah, ça ne mais suffit pas. il y a des dizaines, des centaines d'articles scientifiques en fait sur ce qu'on fait. Ouais. Et toujours pas, vous êtes toujours bloqué quelque part. Mais vous imaginez 80 000 morts, 80 000 morts. Alors souvent on dit ouais mais le cancer, mais le cancer c'est 135 000 morts en fait en France par an. Là juste avec un Covid on va atteindre finalement quasiment 100 000 morts en fait au bout d'un an. Mais c'est quasiment comme le cancer. Et donc aujourd'hui je conçois pas ça. Je conçois pas ça que on préfère laisser les gens mourir Ouais. parce que là de toute façon ils sont infectés par le Covid, on ne prend pas de risque de les soigner, ils vont mourir parce qu'il y a une pandémie, ou de dire finalement, je peux essayer la technologie des Marinas, peut-être que ça ne peut pas marcher, peut-être qu'on peut les tuer si ça ne marche pas, peut-être pas, mais si on ne fait rien, ils meurent. Donc, vous voyez, c'est Oui. ce truc-là, et moi, je ne comprends pas ça. Je ne peux pas comprendre ça et je ne le comprendrai jamais. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure quelque chose que je ne lâcherai jamais, quoi. Donc on y arrivera, on fera cet essai. Exact. Ah, ça prouve qu'il y a il y en a des solutions en fait. Il y en a beaucoup. Il y a plein de solutions. Il faut après des volontés. Faut de la volonté. Et moi, je suis plein de volonté et donc je suis plein d'énergie. Donc je ne lâcherai pas et cet essai se fera. Quoi que les personnes peuvent en penser ou mettre sur notre chemin, on y arrivera. Alors peut-être vous voulez pas en parler, mais quels sont vos futurs projets? Vous êtes peut-être plus axé sur le présent.
Alors aujourd'hui, il y a des projets qui sont en train d'avancer. Donc on est sur un essai de transplantation donc à plus grande ampleur pardon, en fait, sur la transplantation rénale. Là, c'est un essai qui s'appelle Oxiop 2. Il y a 460 patients qui sont en train d'être inclus. On a déjà fait plus de 150 patients et tout se passe plus de 150 patients et tout se passe bien. On a fait un essai Oxiop 1 où il y a eu 60 patients et ça se passe bien. Il y a des prochains essais un peu atypiques qui vont se faire donc sur des autorisations compassionnelles sur certains patients. On est en train de travailler sur des transplantations hépatiques, des transplantations pancréatiques. On développe aussi ce produit sous forme lyophilisée de poudre. Donc voilà, il y a énormément de Génial. projets en fait Ouais. autour des marinas. Alors, pour finir, est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes en termes de valeur? Il y en a beaucoup, beaucoup. Déjà mes parents qui m'ont appris à travailler. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières ou faire Cosette, mais en fait mes parents, voilà, c'était de la classe sociale qui travaillait pour gagner un peu d'argent, etc. Donc ils m'ont toujours dit qu'il fallait faire des études. Ils m'ont poussé pour faire des études. Je les remercie de m'avoir acheté une télé parce que sans ça, j'aurais peut-être pas fait de la biologie marine. Donc mes parents, bien évidemment, et ma famille, hein, qui a toujours cru en ce que je faisais. Mon épouse, ma famille aussi, mes proches, mes enfants qui tous les jours me disent vas-y, fonce, avance, etc. Parce que c'est pas non plus facile pour eux. Et puis, bien évidemment, des personnes sur mon chemin. Il y a une personne qui compte énormément, en fait, qui s'appelle Patrick Franchet, qui m'a aidé, en fait, qui m'a aidé, qui continue à m'aider. En fait, c'est une personne qui était un investisseur, donc qui a créé les réseaux de Business Angel, qui a cru en moi. Et ça fait 15 ans maintenant qu'on se côtoie, il est tous les jours à mes côtés. C'est devenu un ami. Voilà, des gens comme ça, des rencontres comme ça, c'est extrêmement important. Puis une personne en fait qui a cru en moi, mais pas pour moi, pas pour Franck Zal ou pour la techno. Et je vais vous dire un truc qui m'a dit, et ça m'a à la fois marqué, mais ce qui m'a permis d'avancer, c'est le professeur Lantieri. Le professeur Lantieri, quand il m'appelle la première fois pour me dire qu'il a besoin de la technologie, j'en revenais pas en fait. Je me dis, c'est pas possible, le professeur Lantieri qui m'appelle, et il m'explique, et je comprends. Et donc, je lui donne le produit. Et il me dit, je lui dis, professeur Lantieri, merci de croire en nous, merci de croire en moi, merci de croire. Il me dit, texto, mais Franck, j'en ai rien à foutre de toi. Il me dit, tu crois que si j'avais pas cru en ta technologie, j'aurais pris en fait la peine de te téléphoner, d'avoir ton produit, de faire toutes les démarches. Et ça, c'est le plus beau remerciement que je peux lui dire, c'est-à-dire que lui faire, c'est-à-dire que voilà, il n'en a rien à foutre en fait de ce que je représente. En fait, ce qui l'intéresse, c'est la technologie et l'innovation médicale. Et ça me plaît énormément. Exactement. C'est l'idée de dire peu importe d'où on vient, qui on est, pour la même cause, on avance tous ensemble. Exactement, exactement. Et surtout, voilà, donc de pas dévier ça. Vous savez, Patrick me dit, en fait, et ça c'est aussi à dire aux jeunes, c'est que finalement, on a une seule parole dans la vie. On a une parole dans la vie. Une seule. Si on a trahi, on n'a plus de parole. Ouais, je suis bien d'accord. Bon, Monsieur Zell, je vous remercie infiniment pour votre temps et partage, et puis continuez à vous battre, parce que je pense que ça sert toujours au final. Oui. Bah, écoutez, moi, je voulais vous remercier parce que c'était un moment d'échange extrêmement agréable avec vous. Et puis, voilà, moi, je communique beaucoup aussi vers la jeunesse. La jeunesse, il faut leur ouvrir en fait les yeux, leur ouvrir le chemin, leur débroussailler le chemin, parce que c'est eux notre avenir.